Alors, la NSA, National Security Agency, c'est 151 millions de conversations téléphoniques écoutées à peu près par an. Enfin, c'était le chiffre qu'il y avait en 2016. Donc, la NSA a la capacité de mettre sur écoute la totalité des communications téléphoniques d'un pays entier. Donc, ils ont une capacité, si vous voulez, d'écoute vraiment incroyable. Donc, là, tout démarre avec ce niveau qui est au sommet. Ils ont écouté Angela Merkel, ils ont écouté les présidents Sarkozy, tout ça. Ils ont tous les moyens de savoir tout ce qui se passe. Alors ça, on nous raconte des histoires. Donc, non seulement ils ont les moyens d'écouter, mais ils ont des moyens de stockage. Ils peuvent stocker pendant 30 jours la totalité des communications téléphoniques d'un pays. Donc vous imaginez après comment ils retournent. Alors, en dessous de la NSA, il y a le FBI. Ça, tout le monde a entendu parler du FBI, mais très peu de personnes savent quand même ce que c'est que le FBI. Or, le FBI, c'est le Federal Bureau of Investigation, c'est-à-dire pour faire des enquêtes, mais surtout, c'est qu'il y a 35 000 salariés dans le FBI. C'est pas une petite équipe, si vous voulez, d'une cinquantaine de personnes dans un bureau. 35 000 personnes. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est comme ils ont un pouvoir énorme aux États-Unis, ils ont une quantité de sources d'informations. Ils ont bien sûr les shérifs, la police, les juges. Il y a des sources d'informations partout, les journalistes, etc. Donc ça, c'est déjà le premier, on va dire, l'étage supérieur. Ensuite, à peu près au même niveau, la CIA. Alors tout le monde a entendu parler de la CIA comme on a entendu parler du Mossad, Central Intelligence Agency. Ce qui est marqué sur on pourrait dire leur blason, The First Line of Defense for the United States, c'est-à-dire la première ligne de défense pour les États-Unis. Donc qu'on ne nous raconte pas qu'en 2001, le 10 septembre, ils n'étaient pas au courant de ce qui se préparait. Vous savez, ça c'est parce que eux, la CIA, c'est un service. Le FBI s'occupe de surveiller tout l'intérieur des États-Unis, mais la CIA, elle est organisée pour s'occuper de tout ce qui se passe en dehors des États-Unis. Elle prélève l'information en Allemagne, en France, etc., et elle rapporte tout au siège. Donc, même quand quelque chose se prépare en Bulgarie, vous voyez, les gens ne savent même pas où se trouve la Bulgarie, eux, ils savent et ils donnent l'information. Alors, qu'est-ce que c'est que la CIA ? Eh bien, we collect and analyze intelligence to further national security and present threat, c'est-à-dire que nous collectons et analysons les renseignements. Intelligence, c'est pas l'intelligence, c'est les renseignements. Les renseignements des nations qui sont au-delà pour tout ce qui pourrait représenter une menace. Vous voyez, threat, c'est menace. Donc, une menace pour le pays. Alors, vous pensez bien que les attentats du 11 septembre, ça représentait une menace pour les États-Unis, et donc ils étaient parfaitement au courant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 114 000 salariés à la CIA. Ce n'est pas une petite boîte avec 100 personnes, oui. 114 000 avec des moyens énormes, un budget de 53 milliards de dollars. Et quand vous divisez les 53 milliards de dollars, on n'est pas dans les millions, on est dans les milliards, et bien ça fait un sacré budget par salarié. Les salaires sont gros, on a de quoi payer les gens et on a de quoi leur donner les moyens pour travailler. Donc ça, tout ça, c'est, si vous voulez, ce qui se passait là. Voilà pourquoi, on va voir, ils étaient au courant quand il y a en 2001. Alors pour parler de 2001, il faut remonter avant parce que vous allez voir, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est assez énorme. Il y a eu, donc, avant 2001, dans le même tour qu'on appelait, vous savez, les Twin Centers, qui est en fait le World Trade Center, il y a eu un attentat en 1993 qui a été organisé par Al-Qaïda. Et alors vous allez voir ce qui s'est passé.
Ils ont descendu avec une voiture dans le parking souterrain de l'immeuble. Al-Qaïda avait organisé cet attentat. Dans la voiture, il y avait 600 kilos d'explosifs. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a des grosses bagnoles, donc on peut mettre dans des breaks beaucoup de choses. Et le but était, en faisant exploser cette voiture dans le parking du sous-sol, était de déséquilibrer la tour pour qu'elle tombe sur l'autre tour. C'est donc dans la tour nord qu'ils ont mis les explosifs pour la faire basculer sur l'autre tour. L'attentat a été organisé par Khaled Sheikh Mohammed. Lui, il était resté en retrait, il n'était pas aux États-Unis, il a organisé l'attentat. Alors celui-là, ce Khaled Sheikh Mohammed, qui a organisé cet attentat en 1993, on va le retrouver en 2001. C'est lui qui organise le World Trade Center, les Twin Towers. Et vous allez voir que là, on ne peut pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant. Je vais vous faire voir pourquoi. Alors d'abord parce que les 6 qui ont fait l'attentat en 1993, qui a quand même fait 3 morts et 1000 blessés à New York, ils ont tous été arrêtés. Évidemment, c'était difficile. Pourquoi ceux de 2001 n'ont pas été arrêtés? Parce qu'ils sont morts dans les avions. Oui. Autrement, parce qu'ils ne les auraient pas laissés sortir. Vous ne rentrez pas comme ça aux États-Unis, vous en sortez encore plus difficilement. Et donc, les 6 participants ont été arrêtés et condamnés à la prison à perpétuité. Ça veut dire que depuis le mois de mars 1993, le FBI, la CIA, avaient les bonhommes dans les cellules et la séance de torture et tout. Donc là, je peux vous dire qu'ils ont raconté leur vie, les grands-parents, tout y est passé. Là. On pouvait savoir tous leurs cousins, les trucs avec qui ils étaient en contact, parce que là, ils avaient tout leur temps. Donc ils ont eu 8 ans pour les torturer, pour les questionner, pour enquêter, pour même si le gars ne parlait pas, on avait une information, on allait la vérifier, tout ça, ils ont toute l'organisation. Donc là, on est avec ce gars, Sheikh Mohammed, et maintenant, on va passer à l'attentat de 2001. Cet attentat a été organisé par Khaled Sheikh Mohammed avec Mohamed Atta. Alors Mohamed Atta, on va en parler parce que c'est un personnage qui est intéressant et je vais prendre des notes pour ne pas raconter d'histoire. Voilà. Alors vous avez Mohamed Atta, il est né en 68 au Caire. Il va faire ses études à Hambourg, en Allemagne, où il va rencontrer Khaled Sheikh Mohammed, celui qui a organisé l'attentat déjà de 1993. Alors, il devient très ami avec lui, et ce Khaled Sheikh Mohammed, c'est le plus proche collaborateur de Ben Laden. Vous voyez, on n'est pas dans le 3e cercle ou le 5e, on est là au cœur de Al-Qaïda. Ce Mohamed Atta, il s'installe donc en Allemagne en 1993 et il rédige une thèse, vous voyez l'étudiant, sur les aspects du conflit de la civilisation arabe face à la modernité et notamment l'impact des tours sur le développement de la ville. Vous voyez le sujet de sa thèse. Donc, il remet sa thèse, les professeurs peuvent lire son point de vue sur l'influence des tours dans les villes et dès qu'il est en Allemagne, il est sous la surveillance de la CIA et sous la surveillance des services de renseignement allemands. C'est à Hambourg qu'il se tourne vers le radicalisme islamique. Il y fait la connaissance de Khaled Sheikh Mohammed, un proche de Ben Laden, comme je l'ai dit, et de Mohamed Atef, un qui va jouer aussi un rôle important. Le chef militaire d'Al-Qaïda, qui va superviser les attentats du 11 septembre. À Hambourg, ils sont étroitement surveillés par la CIA et par les services secrets allemands. Ça veut dire qu'ils sont
photographiés, filmés, écoutés. On met des caméras. Vous savez, le FBI, quand ils ont voulu piéger la mafia, ils avaient même pris des gens qui lisaient sur les lèvres. Et les gars, quand ils se parlaient, ils parlaient comme ça. Vous voyez, pour pas. Voilà, on a vu ça dans les films. Vous allez voir Casino, tout ça, vous allez voir tout le truc. Eh bien, donc, alors, où ça se corse, c'est parce que la CIA le suit, on veut dire, à la culotte. C'est un vrai marquage. Et les Allemands, qui ne sont pas mauvais non plus dans la surveillance, le font. Et alors, ils vont voir que Mohamed Atta et plusieurs de ses compagnons se rendent, donc on est en 98, se rendent dans un camp d'entraînement en Afghanistan. Ils sont près de Kandahar et ils vont faire de l'entraînement, évidemment, militaire. À son retour en Allemagne, en mars 2000, il contacte plusieurs dizaines d'écoles de pilotage aux États-Unis. Plusieurs dizaines d'écoles de pilotage aux États-Unis pour se renseigner sur les cours de pilotage. Il entre sur le sol américain en février 2000. Vous voyez que les gars, ils l'ont déjà, vous avez vu, j'ai fait voir avant, hein, le NSA qui a enregistré toutes les conversations, ils les ont mis de côté, tout ça, ils ont les fils d'araignée, là, ils ont la toile. Donc le gars, ils savent que déjà c'est un type qui est radicalisé, qui est allé s'entraîner en Afghanistan, que c'est un proche de Ben Laden, que c'est le numéro 3 ou 4 de l'organisation. Ils savent qu'ils contactent des écoles de pilotage pour voir ce qu'il faut faire pour être inscrit, etc. Vous n'allez quand même pas me dire que le FBI n'est pas au courant de trucs. Donc ils sont parfaitement au courant, ils se foutent de nous. Et ensuite, il suit, tenez-vous bien, 2 sessions de formation aux États-Unis dans un petit aérodrome à côté de Miami. Donc, et là, les moniteurs dans ce centre de formation pour pilotes, comme s'il n'y avait pas en Égypte ou en Arabie Saoudite des écoles de pilotage. Il faut qu'il aille aux États-Unis. Pour quelle raison, hein? Donc tout ça, on nous manipule, ils le suivent, ils le laissent faire. Pourquoi? Parce qu'Israël veut trouver un prétexte pour que les États-Unis rentrent en guerre contre l'Irak, détruisent l'Irak qui représente une menace contre Israël. C'est ça le fond, la vraie raison, si vous voulez. On va les laisser faire. On ne peut pas dire qu'ils sont complices. Ils les laissent faire, ils les surveillent, vous voyez. Mais ils ne vont pas leur fournir des armes. Ils vont pas non, ce n'est pas nécessaire. Ils ont tout ce qu'il faut. On leur laisse passer l'argent, on laisse passer des trucs. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se trouve que ce Mohamed Atta, que je vais vous faire voir tout à l'heure, a pris un avion le jour du 11 septembre pour aller dans un aéroport, puis il a changé d'aéroport pour prendre un autre avion, et c'est sur cet avion de ligne-là qu'ils vont... Or, dans l'école, là encore, un autre élément où on ne peut pas nous raconter d'histoire, dans les écoles de pilotage, lui, Atta, et les autres qui vont piloter l'avion, il y en a 4 qui suivent des stages, ils ont quand même laissé rentrer, un peu avant le 11 septembre, 19 terroristes, hein, qui sont fichés partout dans toutes les polices du monde, tout ça, qui sont radicalisés. Et quand vous allez voir la tête des gars, moi je vais vous dire, même si je m'entendais mal avec ma belle-mère, je n'aurais pas laissé monter dans une voiture avec un mec avec les têtes qu'ils avaient. C'était des têtes de terroristes. Et là, il n'y a pas de doute. Vous les voyez. Vous dites, non, mais bon, alors là, on se moque de nous. Mais on va pas tomber dans l'anecdote, on va rester sur quelque chose, parce que quand même, ce qui est dramatique, c'est que les services secrets américains, qui sont complètement noyautés par le Mossad, par les services, parce que tout à l'heure je vais vous donner les services de renseignement israéliens, c'est quelque chose. Ils ont infiltré depuis 1960 la CIA, le FBI. Évidemment, vous savez, le FBI était surtout connu parce qu'à la tête, il y avait Edgar Hoover, qui était un type épouvantable. Il faisait des dossiers sur tout le monde. Il en a fait sur Kennedy, il en a fait sur tout un tas de trucs. Et il tirait les ficelles en faisant chanter les gens, en disant attention, si toi tu fais ci. Et donc il a passé toute sa vie, un truc incroyable, à la tête du FBI, alors que les gens généralement sont changés au bout de 4 ans. Seulement, ce que le Mossad et les services autres de renseignement israéliens
savait, c'est que Hoover était un homosexuel, qu'il vivait avec son secrétaire, non pas dans la même maison, parce qu'à cette époque-là, vous voyez, c'était caché. Il habitait la maison à côté. Et donc, le soir, ben, c'était pas donc difficile de les voir qui changeaient de maison, vous voyez. Donc, alors là, le Mossad, il le tenait, lui disait, bon, toi, si tu nous laisses pas faire ça ou ça, hein, on va mettre ça dans la presse. Et la presse, on connaît, parce que la presse, elle nous appartient. CNN et le reste, c'est nous qui l'avons. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, donc, on est au moment de la préparation de l'attentat de 2001. Et là, je vous fais voir des photos. Voilà le Mohamed Atta, il est là. Il est ici, c'est lui, le patron de l'opération. Et puis les 19 terroristes qui sont rentrés aux États-Unis, qui ont été suivis partout où ils étaient, à l'hôtel, tout ça. Il y avait des rapports, il y avait des photos. Et donc vous le voyez là, ici. Il change d'avion avec son copain, et tenez-vous bien, il y en a 5 qui montent dans le vol American Airlines numéro 11, il y en a 5 qui montent dans le vol American Airlines 77, et donc le FBI les suit, les laisse faire. Ils ne savent peut-être pas exactement comment ça va se passer, mais quand même, il ne faut pas se moquer du monde. Dans les écoles de pilotage, vous savez ce qu'ils ont fait pendant des semaines? Ils ont demandé, s'il y a un pilote qui a un malaise, comment on fait pour diriger l'avion? Ils n'ont pas appris à décoller. Vous voyez, la première des choses, vous dites, bon, moi, ce que je voudrais apprendre, c'est à décoller avec un avion. Non, non, ça, ils s'en foutent, ça. Ils savent que l'opération... Ils demandent et ils s'entraînent. Le pilote a eu un malaise, je reprends les commandes. Comment je fais? Je veux aller à gauche, je veux aller à droite, je veux atterrir. Oui, bon, alors ils s'entraînent principalement là-dessus. Donc là, ici, vous avez tous ceux qui sont montés dans le vol American Airlines, et là, ceux qui sont montés sur United Airlines, vous avez les têtes. Vous avez les bonhommes. Là, ils sont là. Voilà. Donc là, ce qu'on voulait, pourquoi les services de renseignement, je vous dis qu'ils sont complètement noyautés, les services américains, par les services de renseignement israéliens, il fallait que cet attentat se déroule pour avoir un choc au niveau psychologique de l'opinion mondiale. Et c'est vrai que tout le monde... Forcément. Vous avez vu, quand on voit les tours qui s'écroulent, quand on voit les avions qui percutent le truc, là... C'était du jamais vu. Alors là, après, ils avaient le droit de tout faire. Là, une fois qu'ils ont fait ça, on pouvait... C'était le préalable, si vous voulez, à l'invasion et à la destruction de l'Irak. Il fallait qu'il y ait un événement d'une dimension phénoménale pour obtenir ça. Ils l'ont fait. Et donc, là, je vous expliquais que tout ça, c'est du pipeau. Hein. C'était, en réalité, on laissait faire pour avoir la possibilité de détruire l'Irak, qui était dirigé par Saddam Hussein à l'époque, qui représentait une menace pour Israël. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au 7 octobre. Alors, l'attentat du 7 octobre, comme je vous l'ai dit, un an avant, le gouvernement israélien a reçu un rapport de 40 pages nommé le rapport Dassault, propriétaire du journal israélien Haaretz, propriété du groupe Le Figaro, détenu par la famille Dassault. Ce rapport explique qu'un attentat de très grande ampleur est en préparation à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors là, avant de passer à l'organisation des services de renseignement israéliens, je vais quand même vous lire quelques petits trucs qui concernent donc ce journal Haaretz. Donc, ce rapport de 40 pages a été discuté par le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou était parfaitement au courant qu'un attentat de grande ampleur se préparait.
bien avant le 7 octobre. La seule chose que l'on ne savait pas précisément, c'était la date. Mais plusieurs unités de surveillance qui travaillaient autour de la bande de Gaza voyaient que tout se préparait et eux-mêmes faisaient remonter des rapports en disant « Attention, il se prépare quelque chose ». Vous savez, ceux qui étaient le long de la frontière de Gaza voyaient. Il y avait une interrogation. On ne comprenait pas pourquoi le gouvernement ne mettait pas plus de soldats, ne mettait pas plus de matériel le long de la frontière. Eh bien, après la lecture de ce rapport de 40 pages, le ministre de la Défense a voulu mettre en place une ligne de défense pour empêcher cette attaque, ou tout du moins pour la limiter, parce que ce n'était pas la première fois que le Hamas faisait des tentatives, et ça se terminait par 5 ou 6 morts, peut-être 2 morts dans les Israéliens et une dizaine dans le truc. Voilà ce qui aurait dû normalement se passer s'il y avait eu. Mais vous allez voir qu'on est allé au-delà. Netanyahou avait pour plan depuis bien longtemps de vouloir expulser tous les habitants de Gaza pour récupérer ce territoire et donc faire la grande Israël qu'ils ont depuis 50 ans l'idée de faire. Donc pas question d'une solution à 2 États. Eux, ce qu'ils veulent, c'est petit à petit on colonise, petit à petit on prend du terrain et un jour, les Palestiniens, on les mettra en Jordanie, on les mettra en Égypte et on les mettra au Liban, comme ils l'ont déjà fait. Si vous voulez, il faut savoir que pratiquement 85% de la population en Jordanie est d'origine de la Palestine. Ce sont des Palestiniens. Ils ont été expulsés, sortis des villages, etc. Donc voilà le drame. Alors, donc, ce ministre de la Défense qui voulait mettre en place une ligne de défense, Netanyahou l'a limogé, l'a viré. Parce que lui, il dit non, c'est pas notre truc, laisse-moi m'occuper de ça, tout ça. Et au sein du gouvernement, ce ministre de la Défense, qui était quelqu'un de compétent, ça a fait du foin, il a fallu que Netanyahou le reprenne. Mais Netanyahou s'est opposé à l'organisation de trucs. Puis, si vous voulez, il a repris donc ce membre du gouvernement et non seulement ils n'ont pas voulu mettre une ligne de défense supplémentaire, mais comme il se trouve que la veille où l'attentat devait se dérouler, ça correspondait à une fête juive, Netanyahou a, oui, c'est du Machiavel. Oui, c'est machiavélique, oui. Il a donné, on va dire, une permission en quelque sorte. Il leur a dit, écoutez, aujourd'hui, ce soir, vous allez aller passer la fête en famille. Et donc tous les soldats qui étaient, toutes les troupes qui étaient le long de la frontière de Gaza, on les a envoyés dans leur famille justement pour que ça prenne cette ampleur. Parce que s'il y avait eu, si vous voulez, toutes les troupes le long de la frontière, l'affaire était étouffée dans l'œuf. Voyez. Donc le Netanyahou, et je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors, dans le journal, ça a été expliqué dans le journal Haaretz. Donc c'est pas... il explique que dans la nuit du 7 octobre, il y a eu plusieurs réunions des responsables de la sécurité. Vers minuit, il constate qu'une attaque de grande ampleur est sur le point d'être déclenchée. Il y a une réunion. On est dans une salle. Ils sont en train de discuter. Et sur le coup de 2 heures du matin, on dit, bon, mais non, écoutez, il ne se passera rien, on va aller se coucher. Et donc, vers 3 heures du matin, à nouveau, alerte. On nous dit, sous la présidence de Ronen Bar, le chef du contre-espionnage du Shin Bet, je vais en parler là, il y a à nouveau à 3 heures du matin une réunion. C'est imminent, ils vont passer à l'attaque, il faut faire quelque chose. Mais le Netanyahou dit non, ça c'est pas la peine, restez chez vous, faites la fête.
Donc ça, c'est le côté, si vous voulez... c'est affreux, c'est vraiment... Ouais, et c'est authentique. Vous voyez. Et ces gens-là voudraient nous faire croire, ils veulent se faire passer pour des victimes. Vous vous rendez compte, c'est une manipulation totale. Et alors le pire, parce que là aussi, les Israéliens le savent, une grande partie des morts qu'il va y avoir du côté d'Israël ont été faites par les troupes israéliennes elles-mêmes. Oui. Quand ils ont laissé, vous savez, les bulldozers défoncer la clôture qui fermait Gaza et qui sont arrivés les combattants du Hamas sont allés d'abord pour attraper des militaires. Ils en ont fait prisonniers. Mais ce qu'ils voulaient, c'était prendre un maximum d'otages, puisque pour eux, leur but était surtout et avant tout d'échanger des prisonniers, pour faire sortir des prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons d'Israël, de pouvoir les échanger. Et donc, il fallait faire un maximum de prisonniers. La politique d'Israël, qui est toujours la même, c'est surtout pas d'otages. Parce que là, on a vu avec le soldat Rabid, je crois, qui s'appelait, ça a été quelque chose d'épouvantable. Il a été échangé, lui, contre 1000 prisonniers palestiniens à l'époque. Donc, il ne voulait pas que ça recommence. Et donc, les soldats israéliens avaient pour ordre de tirer aussi bien sur les otages que sur les gens du Hamas. Il fallait surtout éviter qu'il y ait un grand nombre de blessés. C'est ce qui a été fait, parce qu'on a la preuve que tout ça s'est déroulé, puisque le plus grand nombre de blessés a été fait par des hélicoptères Apache, avec des petits missiles. Quand vous avez dans une maison un trou qui fait 1,20 m de diamètre, c'est certainement pas une balle de Kalachnikov qui fait un trou comme ça. Vous voyez. Donc là, on sait que c'est eux. Et les gens qui ont été faits prisonniers ont également vu de leurs yeux que les Israéliens leur tiraient dessus. Et puis, encore récemment, il y a 3 prisonniers palestiniens qui se sont rendus avec un drapeau blanc, et les soldats ont tiré dessus parce que... Bon, voilà un petit peu, là, c'était la confusion. Mais donc, alors, on est, si vous voulez, dans cette nuit-là. Et puis, le matin, à 6 heures, évidemment, c'est l'attaque qui est déclenchée. Et là, tous les médias du monde entier vont focaliser. Alors, je vais revenir au tableau. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Alors, l'organisation des services secrets israéliens, c'est de loin les meilleurs du monde. Ils ont, comme je vous l'ai dit, ils ont infiltré la CIA, le FBI, tout ça, on peut dire qu'ils travaillent pour eux. Donc, il y a tout d'abord Aman, renseignement militaire, qui est très peu connu. Shin Bet, service de sécurité intérieure. Sayert, c'est les forces spéciales de Tsahal, qui est l'armée. Donc, eux, ils vont assassiner des gens par différentes façons. On vous fait taire, vous la ramenez, vous représentez. Si vous représentez une menace, vous êtes éliminé. Et puis alors en dessous, il y a le Mossad. Alors le Mossad, c'est le renseignement et action extérieure, parce que là, vous êtes le Shin Bet, c'est l'intérieur, et là, le Mossad, c'est la même organisation que les États-Unis, FBI et CIA. Vous voyez. Alors, le Mossad débute en 1949, juste après la création d'Israël en 1948, et ils s'installent officiellement en 1951. Ils infiltrent et téléguident la CIA, le FBI, depuis 1963, c'est-à-dire depuis l'assassinat du président Kennedy. Là, ils sont aux commandes partout. En dessous, il ne faut surtout pas oublier que sur le plan politique, c'est très important, il y a l'EPAC. Alors l'EPAC, j'en ai parlé, oui, vous en avez déjà parlé, oui, plusieurs fois dans les vidéos. Et l'EPAC, eh bien, c'est eux qui font, financés par les 100 000 donateurs qu'ils ont, c'est-à-dire les grands groupes pharmaceutiques, les banques, les fonds de placement, l'industrie de l'armement, tout ça, les Boeing, tout ça, toutes les grandes sociétés, financent les campagnes électorales. Campagnes électorales et peut-être aussi directement, on donne quelques enveloppes. Les gouverneurs américains sont élus par les campagnes électorales de l'EPAC, les sénateurs, la Chambre des représentants et bien sûr le président et le vice-président. Si vous n'avez pas
l'accord de l'EPAC, ce n'est pas la peine de rentrer en campagne, vous allez faire 1%, terminé. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc évidemment, l'opinion a été complètement manipulée. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelque chose d'affreux, parce que je pourrais conclure que Israël et États-Unis, c'est le couple diabolique qui nous mène à la guerre nucléaire. Parce que je reviens sur l'émission que j'avais faite il y a quelque temps avec vous. Actuellement, si le Hezbollah, qui a la capacité de détruire Israël, ne bouge pas, c'est parce qu'ils savent pertinemment que s'ils sortent, là, Israël utilise l'arme nucléaire, comme je vous l'ai expliqué, explosion à entre 900 et 1200 mètres d'altitude, aucune retombée radioactive. Les Israéliens ont des centaines de bombes nucléaires, 300, 350, on ne sait pas exactement le nombre parce que c'est fonction de la puissance. Ils savent pertinemment, il y a eu tellement d'essais de faits, comment il faut procéder pour tuer dans un rayon de 5 km, sur un diamètre de 10 km, de 12 km, tout ça est calculé, oui, la hauteur, la puissance. Et donc, le Hezbollah voudrait porter secours à la bande de Gaza. Actuellement, ils ne bougent pas parce qu'ils savent que s'ils bougent, c'est terminé. Ils sont rayés de la carte. Et donc, il y a un autre que je qualifierais de grande gueule, c'est Erdogan, qui lui fait des discours en disant « ouais, on va faire ceci, on va faire cela ». Ben, il ne bouge pas. Ça fait 2 mois qu'il aurait pu y aller. Il a 1 million d'hommes à sa disposition. Oui, il a une armée. L'aviation, les missiles, il a tout. Mais il a peur que son pays soit détruit de la carte, quoi. Ah, mais s'il bouge, je vais vous dire, les bombes, les missiles sont déjà programmés. Istanbul, Ankara, 4 villes principales, en l'espace de quelques minutes, il y a, on va dire, il y a 30 à 40, peut-être 50 millions de Turcs qui disparaissent de la surface de la Terre. Donc, c'est ce qui les empêche. Et comme ça, en toute impunité, eh bien, Netanyahou continue son travail d'expulsion de tous les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Il continue de coloniser la Cisjordanie. Il continue de massacrer aussi en Cisjordanie ou à Jérusalem, où là, les gens vivent dans des conditions, des fois, de contrôle, tout ça, affreuses. Pire, comme je l'ai déjà dit, que l'occupation allemande. Et alors, évidemment, bon, il faudrait que ça se sache. J'espère qu'il y a quelques médias qui vont le diffuser. Et vous savez qu'on a une secrétaire qui aime bien quand il y a une conclusion. Oui. Vous la connaissez, c'est Cathy. Hein. Eh bien, elle me dirait, mais quelle est la conclusion, monsieur Chevrier? Eh bien, je vais vous dire la conclusion. Si tant est qu'il puisse y en avoir une, parce que c'est quand même effrayant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, moi, je voudrais conclure tout de même, si vous voulez, sur quelque chose qui est pas de l'humour, parce que ce serait mal placé, mais je dirais qu'on nous a bassinés pendant 60 ans avec la Shoah. Il est vrai que ce qui s'est passé en Allemagne, c'était quelque chose d'affreux. Les camps de concentration, c'est quelque chose d'épouvantable. Dachau, Buchenwald, Auschwitz. Et je dirais que même à Auschwitz, il y avait encore de l'eau. Oui, c'est ça. Et les gens avaient encore des toilettes. Ce qui n'est plus le cas, si vous voulez, dans la bande de Gaza. Et alors, il y a pire actuellement, c'est qu'ils sont... D'ailleurs, toutes les organisations humanitaires ont du mal à rentrer sur la bande de Gaza. Ils sont prêts même à se retirer parce qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils ne peuvent plus venir en secours à la population. Donc c'est dramatique, quoi. Enfin, là, on est en train d'assassiner un peuple. Réellement. Ah, c'est clairement... C'est un assassinat. Et alors, ils sont en train de faire quelque chose qui dépasse l'entendement. Ils ont essayé
dans tous les souterrains qui sont creusés, puisque au grand jour, le Hamas ne peut rien faire, donc ils ont trouvé la solution de creuser dans la roche calcaire, si vous voulez, des tunnels. Et comme il y a des milliers, on estime que le Hamas a à peu près 20 000 combattants, et que l'armée israélienne voudrait les exterminer, ce qu'ils n'arriveront jamais à faire, et ils le savent très bien, mais enfin, ils en tueront peut-être un certain nombre, certaines centaines, peut-être 3 000, 5 000. Et ce qu'ils font, les Américains leur ont fourni des gaz pour mettre dans les tunnels. Et alors les Américains, c'est les spécialistes des gaz. Vous savez que l'agent orange au Vietnam, il y a eu des séquelles, des milliers d'enfants qui sont nés avec des formations. Aujourd'hui. Voilà. Et bien là, ils ont envoyé des gaz dans les tunnels. On le sait comment? Eh bien parce qu'il y a des soldats israéliens qui actuellement ont été rapatriés à Tel Aviv pour être soignés dans les hôpitaux parce qu'ils sont devenus aveugles. Parce que les tunnels correspondent les uns aux autres. Et donc on envoie des gaz dans un tunnel et vous avez les autres qui sont de l'autre côté à l'entrée, ils rentrent dans le tunnel et paf, ils ont les gaz qui leur viennent dans la gueule. Et à ce moment-là, mais il y a des dizaines de soldats israéliens qui sont aveugles aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est une atrocité. C'est le côté atroce. Mais il y a pire. Ils sont en train, actuellement, ils ont installé des gros groupes de pompes pour pomper l'eau de la mer Méditerranée, pour l'envoyer dans les tunnels et inonder tous les tunnels qui se trouvent à 30 ou 40 mètres sous terre. C'est quelque chose d'absolument absurde. Parce que là, ils vont polluer toutes les nappes phréatiques de la région et cette région sera inhabitable sur le plan de l'agriculture. On ne pourra plus utiliser de l'eau. Il faudra faire venir de l'eau de très loin parce que le sel de l'eau de la mer va se répandre dans les tunnels, va se répandre dans les nappes phréatiques. Et là, vous en avez pour 2 siècles avant que tout ce sel, par la pluie, arrive à nettoyer. Et encore, on ne sait, ça restera de l'eau qui sera inutilisable dans la plupart des nappes phréatiques. Mais ils s'en foutent, ils sont prêts à faire tout pour expulser les 2 millions de personnes qui sont là-dedans. C'est absolument affreux ce qui se passe. Et on ne sait pas, mais à supposer qu'il y ait finalement quelqu'un du Hezbollah qui dise « bon, tant pis, à la guerre comme à la guerre, on y va », et là, c'est parti, ça pète. Ils vont utiliser. On n'a jamais été aussi près de l'utilisation des armes nucléaires. Nous, en tant qu'Européens, tant que c'est Israël qui tire sur le Hamas, le Sud-Liban ou la Turquie, ou éventuellement l'Iran, on n'est pas concerné. Surtout que je vous dis, il n'y aura pas de retombées. Mais ça n'en restera pas là. Si eux commencent à tirer avec des armes nucléaires, le Pakistan s'est déjà engagé à fournir des armes nucléaires à la Turquie, à Erdogan. Donc, c'est ce que Erdogan l'a déclaré dans un de ses discours. Si Israël utilise l'arme nucléaire, nous aussi on utilisera, puisque les autres vont leur passer leur arsenal nucléaire. Voilà la situation dans laquelle on est. Et tout ça, alors que ça aurait été possible de diviser ce petit pays en deux, de faire vivre 2 peuples côte à côte dans des conditions de confort raisonnables, dans des conditions de progrès social. Eh bien non, ils voulaient tout et pour cela, ils s'étaient prêts à faire n'importe quoi. C'est quelque chose, et donc je l'ai marqué, tout ça n'est possible parce qu'il y a le couple diabolique. Vous savez qu'il y a eu George Bush Jr. qui nous avait sorti l'axe du mal, l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Donc, eh bien là, moi j'ai pas trouvé l'axe du mal, j'ai trouvé le couple diabolique.
Écoutez, merci encore une fois de toutes ces informations capitales, parce que je pense que c'est vraiment des faits d'actualité qui sont effectivement à la fois diaboliques, effrayants, et voilà, surtout pour la population, et pour les retombées au niveau mondial également. Donc, merci d'avoir soulevé tous ces éléments qui, je pense, vont intéresser un grand nombre, parce qu'effectivement, on est encore sous le coup de la manipulation complète. Complètement. Voilà. Merci beaucoup, M. Chevrillé. Très bien. À bientôt. À bientôt l'année prochaine. Voilà.